pour cette conversation dans le cadre du prix Heure Art, donc notre prix Marie-Claire Art Paris, soutenu par la Maison Boucheron, et notamment Éline Poulitte-Duquesne qui est à mes côtés, qui est CIO de Boucheron, que je remercie de sa présence, ainsi que mes autres invités que je vais vous présenter dans quelques minutes. Aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux enjeux pour les artistes femmes. Donc, nouveaux enjeux puisque, en effet, les choses ont un peu évolué ces dernières années, mais bien sûr, il reste encore pas mal de questions en suspens et de sujets à faire évoluer. Pour vous donner un peu de contexte par rapport à cette thématique, en effet, depuis le début des années 2000, et notamment la grande exposition qui a eu lieu au Centre Pompidou, initiée par Camille Morino, donc l'exposition Elle, les choses ont évolué puisque de plus en plus d'expositions sont consacrées aux artistes femmes. Des ouvrages également leur font une place de plus en plus importante. Les accrochages des collections aussi ont évolué dans ce sens. Et pourtant, d'ailleurs, un autre élément important, c'est l'intégration de Wear au sein du Centre Pompidou, qui donc date de cette année. Et on pourra en reparler avec Jeanne Brun dans un instant. Et pourtant, les enjeux restent encore importants et beaucoup d'équilibrage, enfin un équilibrage reste en tout cas à mener, notamment un équilibrage en termes de représentation, mais aussi en termes financiers. Ensuite, donc voilà, il y a la question de la parité et de cette représentation qui reste quand même en défaveur des femmes. Donc nous allons en discuter avec donc Éline Poulitte-Duquesne, avec Jeanne Brun, directrice adjointe du Musée national d'art moderne Centre Pompidou, avec Isobel Goder qui représente la maison Sotheby's et qui est spécialiste du marché de l'art contemporain, avec Anne Bourrassé qui est autrice, curatrice et notamment l'auteur d'un ouvrage récent sur les artistes femmes qui s'appelle Les Refusés, les artistes femmes n'existent pas. Et enfin, Erin Genoa-Gilbert qui est curatrice, autrice, spécialiste d'art contemporain et d'art moderne et qui vient d'être la co-commissaire de l'exposition Michaeline Thomas qui vient de fermer ses portes ici au Grand Palais il y a quelques jours et j'espère que vous aviez vu cette exposition. Donc je voudrais commencer peut-être déjà à introduire ce sujet avec vous, Anne, et notamment l'ouvrage qui s'appelle Les Refusés, puisque vous avez ce titre aussi assez provocateur de Les artistes femmes n'existent pas. Qu'est-ce qui vous fait dire aujourd'hui qu'on en est encore là, à pouvoir affirmer, en tout cas de manière un peu provocatrice, mais cette phrase? Bonjour, ce sous-titre un peu choc de ce livre, il est lié à une observation, en tout cas une révélation, un choc que j'ai eu après être sortie d'école d'art en devenant commissaire d'exposition moi-même, de découvrir qu'en fait si on a 75% d'étudiantes en école d'art en France dans tous les établissements supérieurs de la culture et ce depuis plus de 20 ans, il y en a seulement 30% en moyenne qui sont programmés dans les musées, 23% représentés aujourd'hui en France dans les galeries d'art et seulement 6% dans les collections muséales. Et donc ces chiffres, ils sont assez vertigineux et moi qui pensais à la sortie d'école qu'on ferait une espèce de raz-de-marée en tant que 75% sur le marché, le milieu de l'art, ce n'est pas du tout le cas. Et donc quand j'ai commencé il y a 11 ans, je me souviens d'avoir été dans des jurys ou face à des galeristes qui m'ont dit cette phrase, qui m'ont dit, quand je leur disais mais il n'y a pas de femmes dans votre galerie, ils me disaient oui mais c'est parce qu'il n'y en a pas. Et c'était triste et du coup je me suis armée d'arguments. Et ça date d'il y a combien de temps pour resituer ? Il y a moins de 10 ans. Ah ouais, il y a moins de 10 ans. Et puis ensuite il y a une autre idée dans ce sous-titre, c'est qu'en fait on ne précise jamais quand c'est un artiste homme. Là, par exemple, on l'a vu avec ce qui s'est passé au Grand Palais. On avait des médias qui disaient 3 artistes femmes au Grand Palais. Le reste de l'année, on ne va jamais trouver des titres qui disent 3 artistes hommes au Grand Palais. Donc il y a cette idée derrière les artistes femmes n'existent pas, qu'il faudra arrêter un jour. Je pense que c'était utile pour visibiliser le sujet, mais qu'un jour, il faudra peut-être arrêter de dire artiste femme et juste artiste en fait. Et pourtant, aujourd'hui, on est bien sûr dans cette nécessité d'affirmer la place de l'artiste femme. Et vous allez aussi plus loin dans l'utilisation des chiffres aussi en disant qu'il faudra attendre 100 ans
pour atteindre cette parité hommes-femmes dans le domaine de la culture en 120 tout cas. ans. 2146. Donc ça, c'est calculé par rapport aux chiffres que vous avez collectés. C'est le ministère de la collectés. Culture lui-même qui a calculé ce chiffre. C'est une déclaration qu'a fait Agnès Saal il y a quelques années quand elle était au ministère de la Culture en tant que responsable à l'égalité. Et donc c'est aussi en voyant ce chiffre, 120 ans, 2146, qu'on se dit que on peut peut-être participer à notre échelle à accélérer le mouvement et qu'il serait dommage de mourir avant d'avoir vu ça. Et alors, qu'est-ce qui, selon vous, justement, pourrait être mis en place pour justement accélérer le mouvement, en tout cas en plus de ce qui existe déjà? Donc, évidemment, l'initiative de Aware est très importante et fait un travail de fond depuis maintenant, depuis 2014, je crois. Est-ce que vous avez, vous, des propositions à faire, justement, dans ce sens? Il y a plein d'idées, je pense que j'en parle dans le livre, hein. Il y a plein de pistes, je pose beaucoup de problèmes. Après, je ne suis pas députée, je ne suis pas politicienne, je n'ai pas beaucoup de moyens, donc je n'ai pas la force de porter beaucoup de propositions. Mais si on prend le contexte ici, par exemple, Art Paris, c'est une foire qui montre en moyenne ici là 27% de femmes dans les stands. Et donc, par exemple, c'est quelque chose qui a été fait à Frise. On pourrait demander aux galeries, quand elles proposent les accrochages sur leur stand, de proposer un accrochage paritaire femmes-hommes pour déjà être à au moins 50-50 sur la présentation qui est faite et pour donner aussi plus de une meilleure représentativité de notre scène internationale, en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a pas mal de réticence encore à cette option-là. Ce qui me semble en tout cas, parce que apparemment le collectif La French est passé sur la foire il y a quelques jours et avait justement fait référencer le nombre de femmes par galerie, et quelques galeries se sont exprimées justement en disant qu'ils ne souhaitaient pas cette parité imposée et évidemment souhaitaient faire un choix impartial sur d'autres critères que le critère de genre, ce qu'on peut aussi comprendre. Bien sûr, heureusement, ils ne représentent pas forcément une majorité. Heureusement, il y a des nouvelles générations et heureusement, il y a des femmes dans ces galeries, il y a des femmes dans les commissions d'acquisition, il y a des femmes dans les organisations. Donc ça passe par là. Aussi, bien sûr, je pense que ça passe par une et une pression collective. Du leadership. Une pression collective, et je pense que c'est inévitable en fait. Je trouve cette résistance intéressante parce qu'elle va à contre-courant d'un mouvement très naturel qui s'impose en fait aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, on voit que ce sont les hommes qui sont contre cette parité. Jeanne Brun, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui a motivé le Centre Pompidou à intégrer Aware dans son équipe, dans son programme de recherche aujourd'hui, donc l'association Aware, dont je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, qui est l'acronyme de Archives of Women Artists Research and Exhibition, et qui donc existe depuis 2014, qui a été co-créé par Camille Morino, fait désormais partie intégrante de l'institution. Qu'est-ce qui a vraiment été important dans cette décision? Il faut d'abord avoir en tête que l'histoire de Aware et l'histoire du Centre Pompidou sont en fait liées depuis un temps très long, et notamment par la trajectoire de Camille Morino, qui a été conservatrice chez nous et qui avait lancé cette exposition, plus qu'une exposition, parce qu'en réalité, une présentation des collections sur le temps long de 2009 à 2011. Qui avait décidé de mettre en avant justement les artistes femmes de la collection. Ça paraît pas très loin, 2009-2011, mais en réalité, en termes de visibilité des femmes, il y a une éternité, en tout cas en France. Donc c'était pionnier, engagé. Et le Centre Pompidou, dans son histoire, ça a été aussi un marqueur et un tournant. Et puis Camille a voulu créer cette association qu'elle a créée en 2014. Je pense qu'il y avait besoin à cette époque-là d'avoir un pas de côté à travers un système associatif plus léger, plus souple, pour avancer de manière plus volontariste à côté de l'institution, même si elle a toujours pris soin en réalité d'avoir des allers-retours avec divers musées et diverses institutions. Donc on était en partenariat avec l'association Aware depuis plusieurs années, puisque les valeurs évidemment qui sont celles de Aware étaient partagées très largement avec le Centre Pompidou, qui était engagé pour la visibilité des femmes. Et à un moment, il y a une réflexion commune, courageuse, je dois dire, de la part de Camille Morino et de l'association, de se dire, voilà, on a fait tout ce travail engagé à côté de l'institution.
c'est une position qui est plus simple aussi, parce que pour challenger l'institution, parfois être à côté, c'est plus, Avoir son c'est plus indépendance. simple. Ouais. Mais en même temps, il nous a semblé que le temps était venu aussi d'intégrer cet effort-là au sein même de l'institution, du Musée national par ailleurs. Donc voilà, au cœur même de la représentation des femmes dans les collections, dans les programmations. Et le 1er janvier 2026, on a eu le plaisir d'accueillir l'équipe de WER au sein même du Musée national d'art moderne. Donc l'idée, c'est de donner plus de pérennité à, bien sûr, tout ce travail, tout ce projet de recherche, et d'irriguer, c'est ça, à travers les différents départements. L'idée, c'est exactement du ça, musée, c'est du d'inscrire centre. cette action dans le temps très long qui est celui des musées. Avant même que WER ne rejoigne le centre, en réalité, c'était déjà leur objet, puisqu'en travaillant sur la recherche, ils travaillaient sur les moyens de donner de la visibilité, pas de manière événementielle ou temporaire, mais sur le temps long. Quand on travaille sur les femmes, on donne la possibilité aux commissaires de s'emparer de ces travaux-là et ensuite de les montrer. Donc il y avait déjà cette idée-là, le fait de les inscrire dans le temps très long des musées, notamment des collections, on trouve ça en commun absolument formidable, parce que ça veut dire que les femmes vont entrer encore plus, le travail était déjà fait au Centre Pompidou, mais encore plus dans nos collections. Et donc, comme en France les collections sont inaliénables, cette matière-là, cette ressource-là, elle sera inscrite de manière effectivement pérenne. Et quels sont selon vous les objectifs justement de ce programme de recherche maintenant à date, c'est-à-dire en 2026, voilà, une bonne dizaine d'années après les débuts de cette large initiative. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les objectifs à atteindre, justement, cette notion de nouveaux enjeux? Alors WER, et à nouveau je leur rends hommage, et on a d'ailleurs ici Mathilda Tassiska qui fait partie de l'équipe, et maintenant de l'équipe du MNAM, mais évidemment Camille et le reste de l'équipe ont mené pendant ces 10 années un travail absolument formidable, plus de 1000 notices créées sur le site, donc voilà, une ressource qui est immense. Évidemment, on veut poursuivre ça, on veut poursuivre cet effort dans la durée. Ce qu'apporte l'institution, ou une institution comme le Centre Pompidou, c'est la capacité d'aller plus loin, donc ouvrir des nouveaux champs de recherche, les femmes architectes par exemple, les femmes designeuses, d'autres champs géographiques aussi. On peut penser à la Corée avec laquelle on a évidemment aujourd'hui des liens étroits. Donc ça permet d'ouvrir de nouveaux champs de recherche et d'aller plus loin avec les moyens qui sont ceux de l'institution. Donc l'équipe de WER, ça a toujours été une équipe très agile, très active, mais une petite équipe. On a au sein du musée une équipe d'une 30aine de conservateurs. Donc ça vous donne une idée des capacités de recherche qui peuvent être démultipliées et mises au service de cette visibilité des artistes femmes et non-binaires. Et est-ce que l'adhésion des équipes, justement, a été unanime ? L'adhésion de vos équipes, justement, de cette 30aine de conservateurs, a-t-elle été unanime sur cette décision ? Oui, l'équipe de conservateurs connaissait bien déjà l'équipe de WER. De nombreux membres de l'équipe de conservation contribuaient déjà à la rédaction de notices au sein de WER ou faisaient partie du comité scientifique. Donc il y avait une forte, encore une fois, une forte communauté de valeurs. Je crois que l'équipe aujourd'hui est unanime. Alors d'abord évidemment sur la cause, le fait de porter la cause des artistes femmes et de leur visibilité, mais aussi sur le fait d'amplifier le travail de WER au sein de l'institution. Très bien, merci pour ces éclairages. Hélène Poulitte-Duquesne, je voulais faire un parallèle avec votre univers qui est celui de la joaillerie et du luxe. Et c'est vrai que, pour reprendre une expression de Anne Bourrasset qui dit que la culture est l'angle mort quand même des luttes féministes encore aujourd'hui, il me semble que la joaillerie reste un domaine très masculin et que vous représentez, vous, une exception quelque part, puisque vous formez avec Claire Chouane, qui est votre directrice artistique chez Boucheron, le seul duo féminin de la place Vendôme.
Et donc, bien entendu, ce sont deux domaines très différents, à différents points de vue, mais quand même, je m'interroge sur la persistance justement de cette masculinité dans ce domaine, et pourquoi aussi peu de femmes ont émergé à des postes de direction comme vous dans ces maisons-là. Comment vous expliquez cette situation actuelle ? Je pense que ce n'est pas spécifique au monde de la joaillerie et que c'est le fait que dans la plupart des entreprises, au niveau du top management, il y a rarement des femmes. En fait, le milieu de la joaillerie est un milieu très féminin, à part à quelques endroits. Un, c'est les ateliers, en fait, qui sont remplis d'hommes plus que de femmes. Si ce n'est pas vraiment le cas chez Boucheron, parce qu'on a intégré beaucoup de femmes joaillères. Et au niveau du top management. Donc c'est plus un sujet, je dirais, sociétal. Et c'est vrai que de facto, dans les grandes maisons de joaillerie de la place Vendôme, c'est essentiellement des hommes qui les dirigent, comme dans beaucoup d'entreprises. Et que du coup, on est un peu exceptionnel, en particulier parce qu'on forme avec Claire un espèce de duo, un duo féminin avec une vision artistique très poussée. Et une profonde envie de faire bouger le secteur. Donc ce qui est assez sympathique, parce que finalement, c'est deux femmes qui sont en train de secouer un peu le monde de la joaillerie. Et on nous appelle un peu le trublion de la place Vendôme, les trublions. Eh bien, c'est exactement ce qu'on essaye de faire, repousser les lignes et innover. Porter un regard sur le monde aussi, parce que Claire a un vrai propos sociétal. Et on lance 2 collections de haute joaillerie par an, dont une systématiquement une profondeur sociétale, c'est-à-dire qu'elle apporte sa vision d'artiste. C'est aussi pour ça qu'on est très proche du prix Art, parce qu'il y a une résonance totale entre ce qu'on fait en interne chez Boucheron et ce que font les femmes artistes. Certainement. Et qu'est-ce que vous mettez en place au sein de l'entreprise, votre entreprise Boucheron, mais aussi peut-être plus largement le groupe Kering, qui a toujours été très engagé pour les femmes, avec notamment cette charte Women's Empowerment Principles, et puis certaines initiatives comme le programme Women in Motion. Mais voilà, qu'est-ce que vous mettez en place comme initiative pour féminiser ce domaine, ou en tout cas peut-être faire monter aussi les femmes à des postes de direction, puisque vous dites qu'en réalité elles sont présentes mais qu'elles n'ont pas le lead. Alors chez Boucheron, évidemment ça n'est pas le cas, puisqu'en fait on a 70% de la population chez Boucheron sont des femmes, et au niveau des managers on a 55% de femmes. Donc en fait je pense qu'on est un peu atypique, mais on est effectivement les bons élèves. C'est en grande partie lié à moi, à mon équipe de direction est totalement paritaire. Et voilà, et c'est un souhait que j'ai. Et après, on a la chance, comme vous le disiez, d'appartenir à groupe Kering avec notre big boss, François-Henri Pinault, qui a toujours et en toute sincérité soutenu les femmes. Donc ça, je pense que ça nous aide. Et très concrètement, chez Boucheron, ce qu'on a fait, on a mis, l'initiative qui moi me plaît le plus, on a mis en place un mentoring des femmes pour les femmes au sein d'entreprises, parce que pour ça c'est plus un sujet d'entreprise générale, mais les femmes ont du mal à se promouvoir, les femmes ont souvent le syndrome de l'imposteur, les femmes n'osent pas demander de l'argent. C'est ça, il y a un sujet quand même des femmes et de l'argent, voilà. On trouve aussi dans le marché de l'art, on pourra en parler avec donc on a besoin de faire changer les mentalités, et souvent il suffit de peu de choses, d'être coaché. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu. Ma première augmentation de salaire, c'était un trauma. Aller demander de l'argent, pour moi, c'était voilà. Mais si vous êtes coaché, en fait, ça devient une habitude, ça vous paraît légitime. Et voilà. Donc, il faut être aidé. Donc, on a créé ce programme de mentoring de femmes par les femmes. J'ai fait partie du premier programme, qui était d'ailleurs hyper intéressant, parce que pour me sortir vraiment de ma zone de confort, je coachais une jeune femme coréenne, coréenne, vivant au Japon, qui travaillait dans l'informatique. Autant vous dire que c'était vraiment en dehors de tout. Donc ça m'a vraiment poussée dans mes réflexions, c'était très intéressant. Et depuis l'année dernière, on l'a ouvert aux hommes. Et donc là, on a, je crois, presque 80 personnes, 75 personnes, entre les mentis et les mentorés, qui participent à ce programme au sein de l'entreprise. Voilà, donc ça porte ses fruits et ils ont l'air extrêmement contents
Très intéressant. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en effet, dans l'art, on retrouve aussi l'importance des figures de représentation, des figures d'inspiration, et qui, pendant longtemps, n'ont peut-être pas été assez justement importantes pour ce qui est de la question des femmes. Et c'est une vraie demande et un besoin absolument nécessaire pour justement donner confiance, tracer des sillons, s'inscrire dans des filiations. Ouais. Et pour compléter là-dessus, il y a une chose qui me semble très importante de rappeler dans mon cas, mais en fait c'est le cas d'autres gens, parce que quand j'en parle, ça résonne. J'ai toujours été soutenue par des hommes. Et donc en fait, moi, ma grande théorie, c'est qu'en fait, la parité ne devrait même plus être une question. Si les hommes s'emparent de ce sujet et si les hommes deviennent féministes, entre guillemets, il n'y aura plus de sujet. Et moi, je pense que j'ai jamais connu le plafond de verre, alors qu'il existe, il est réel, il est terrifiant. Moi, des histoires de femmes que des femmes ont racontées sont vraiment horribles. Moi, j'ai la chance de ne pas le vivre parce que j'ai été soutenue par des hommes. C'est pour ça que j'ai voulu faire entrer des hommes dans le programme de mentoring, parce qu'en fait, nos meilleurs alliés, ce sont les hommes. C'est pas que les femmes qui doivent se battre pour se soutenir entre elles. Ça ne se passera que dans une communauté aussi d'intérêt et de valeurs. Isobel Goder. Je voulais approcher avec vous la question du marché de l'art et notamment de la valorisation de l'œuvre des artistes femmes sur ce marché, parce qu'on constate quand même que globalement les femmes sont quand même sous-cotées, ou en tout cas les prix sont plus bas que ceux des hommes globalement, y compris pour des artistes vraiment réputés et très installés dans l'histoire de l'art. Est-ce que vous avez l'impression que les choses évoluent, ou est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes d'évaluation, justement, de valorisation? Quelque part, d'un côté, on pourrait dire que il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être femme artiste, parce que, comme on voit même dans le Grand Palais, comme Anne disait, il y a trois femmes entre Nan Goldin, Ilma Klint, et on vient de terminer l'exposition de Mickaël Thomas. Et il y avait Eva Jospin et Claire Tabouret. Voilà, il y a Lee Miller qui vient d'ouvrir au Musée d'Art Moderne de Paris. Et on voit de plus en plus de records dans les maisons de vente aux enchères aussi. Vous pensez à quel record, par exemple? Même il y a Leonora Carrington. Oui, Leonora Carrington vendue chez Sotheby's, qui est d'ailleurs au musée de Luxembourg actuellement. Voilà, et notamment le tableau le plus cher jamais vendu pour une femme artiste, c'était en novembre de l'année dernière avec Frida Kahlo, El Sueño, qui s'est vendu à 54 millions pour un très beau tableau surréaliste. Et 54 millions, juste pour avoir un repère, c'est par exemple le prix de quel artiste masculin? Alors, en fait, le record pour un homme artiste vivant, c'est un tableau, une sculpture de Jeff Koons qui s'est vendue à 91 millions. Et le tableau le plus cher jamais vendu au monde, c'est le fameux Salvatore Mundi, qui s'est vendu juste en dessous de 500 millions de dollars en 2020, je pense, 2021. On peut, en fait... Oui, donc ça donne un repère quand même. Ça donne une idée. Donc 54 millions pour Frida Kahlo, ce qui est déjà très très bien. Mais c'est 10 fois moins de tableau plus cher jamais vendu pour un et homme. 2 fois moins que Jeff Koons, ce qui est plus récent en plus. Enfin, en tout cas, Frida Kahlo n'est plus là. Donc exactement. Et un statistique qui me fait réfléchir à chaque fois, c'est que en fait... entre 2008 et 2020, Pablo Picasso a vendu pour un total de 62 milliards de dollars, ce qui est l'équivalent, en fait il a vendu pour 60,23 milliards, lorsque c'est la totalité pour tous les femmes artistes vendues dans la même période, c'est
6,2 milliards. Et lui, c'est 60 à lui tout seul. Pardon. Picasso, c'est 6,23 Ouais. et les femmes, c'est 6,2. Ok, donc c'est un chiffre équivalent, mais d'un côté, il y a Picasso lui seul, et de l'autre côté, il y a toutes les artistes Exactement. femmes de toutes périodes confondues. Exactement. Waouh. Sur la même, sur 10 ans de vente, on va dire, Voilà. à peu près. Oui, c'est assez impressionnant, en effet. Et Du coup, comme je disais, en fait, on a l'impression que oui, D'ailleurs, quand je parlais de ce panel autour de moi, j'ai eu des collègues ou des clients qui m'ont dit, mais enfin, les musées, ils achètent que des femmes artistes en ce moment. alors ça, on va en parler. Mais, on va le savoir. Oui. Mais en fait, n'empêche que dans les maisons de vente aux enchères, on n'a que un quart ou 20% des artistes représentés qui sont des femmes artistes. On a les résultats qui sont, oui, de plus en plus élevés, mais il y a beaucoup de rattrapage quand même. Voilà. Ça bouge très lentement au côté marché. Et du côté des collectionneurs, quel est l'accueil? Est-ce qu'il y a de la réticence? Est-ce qu'il faut leur expliquer justement l'importance, la place de ces artistes? Est-ce qu'ils sont un peu plus frileux ou peut-être un peu moins convaincus de l'investissement? Je pense que quelque part, il faut dire aussi que les collectionneurs, par exemple chez Sotheby's, j'ai regardé, il y a 20% des collectionneurs qui sont des femmes, en fait, des acheteurs chez nous, ce qui est l'équivalent de ce qu'on propose en femmes artistes aussi. Mais ça rejoint aussi le sujet des femmes et de l'argent et des postes à responsabilité, du pouvoir d'achat. Qui peuvent acheter des tableaux de femmes. C'est ça, artistes, il faut aussi avoir le... voilà. C'est intéressant. Et je pense qu'historiquement aussi, les hommes, ils ont eu des catalogues raisonnés écrits sur eux. C'est des ouvrages qui mettent ensemble tous les œuvres des artistes, qui donnent un côté, qui est un outil pour garantir l'authenticité d'un tableau. Ils ont eu des expositions, beaucoup plus d'expositions. Du soutien, quoi. Du soutien et des regards critiques. Et des ce qui en fait que c'était souvent regardé comme un investissement plus sûr qu'une femme artiste qui peut être peut-être vue comme un peu plus risquée comme investissement. Et avec des trajectoires plus complexes du fait justement de tous ces parcours du XXe siècle qui ont été très perturbés. Erin Genoa-Gilbert, on a la chance de vous avoir. Erin, elle est curatrice américaine basée à Paris, spécialiste donc art moderne contemporain, et notamment, Erin, vous avez accompagné Barbara Chase-Ribou, l'artiste américaine basée à Paris également, dans sa représentation dans les musées parisiens. Ça, c'était en 2024-2025, et l'exposition Michaeline Thomas récemment au Grand Palais. Et c'est vrai qu'une question qu'on avait évoquée ensemble, c'était le fait que les femmes artistes sont représentées aujourd'hui. On les voit dans les musées, on les voit dans les galeries aussi. Mais finalement, est-ce que cela ne cache pas un manque d'investissement en termes d'acquisition? Est-ce qu'on n'est pas trop dans quelque chose de temporaire, d'éphémère? Comment vous voyez les choses? Je pense qu'ils avaient plus d'expositions des artistes femmes, mais c'est parce qu'il y a des premières femmes conservatrices et des artistes de la musée, et nous vivons actuellement un moment historique et exceptionnel. Un peu plus proche. Un peu plus proche. Micro plus proche. Plus proche. Oui, comme ça. Yes. Ok. Désolée. Je pense que nous vivons actuellement un moment historique exceptionnel, marqué par la présence de femmes à la direction artistique de Biennale de Venise et Documenta, et ainsi que de femmes conservatrices dans le grand musée et international. Pourtant, la plupart des collectionneurs acheté les œuvres plus de 104 000 $ sont les hommes, et ils ont tendance à acheter de œuvres réalisées par les hommes.
Oh, c'est bon? Oui, comme ça. Désolée. Comme ça, c'est bien. Sinon, on C'est n'entend pas bien. Oui. Ok. Les Oui. artistes femmes explorent souvent les œuvres de notions de féminité et sexualité et maternité. Oui, il y a des sujets qui dérangent en fait. Les Oui, sujets les qu'abordent les rapports artistes avec les femmes femmes. peuvent être Oui, problématiques. oui, c'est le problème. Je pense que les hommes n'est pas intéressés par ça. Changer? Oui. C'est bon, mieux. madame? Ah, ben voilà, Oh. voilà. Alors, Ah, ok, désolée, ok. Erin, vous allez devoir répéter. Je pense que c'est la langue, non? Il y avait Ok, un problème ok. de micro, en effet. On a dû C'est bon, tendre madame. l'oreille. Ok. Donc, Erin, je vais résumer pour le public qui n'a pas entendu vos premières paroles. Erin disait qu'il y avait à la fois une représentation des femmes au sein des directions de grandes biennales comme à Venise, à la Documenta, etc. Oui. Et bien sûr des expositions, mais qu'il y avait aussi en parallèle des artistes femmes qui s'intéressaient à des sujets comme la maternité, la sexualité, des sujets qui peuvent déranger aussi les hommes ou la société en général. Les femmes aussi peuvent en être peut-être perturbées. Et je vous laisse continuer, Erin. Oh oui, c'est tout. Je pense qu'elle oppose au rôle traditionnel. Et c'est le problème pour les hommes qui achetaient les très grandes peinteuses. Et je pense que... Il y a aussi un sujet que vous évoquez qui est très intéressant, c'est le sujet du choix des matériaux par les femmes, et notamment des femmes qui s'intéressent à plutôt l'univers du craft. Donc ça peut être la céramique, ça peut être le textile, voilà. Et vous parliez notamment de Olga de Amaral, qui est une très grande artiste, mais dont l'œuvre n'est pas encore à une cote justement équivalente des artistes masculins dont on parle. Exact. Je pense que les femmes qui utilisaient les matériaux comme naturels, organiques, le coton, le soie, le lin, ils conduisent la catégorisation à craft et pas des arts. Et c'est maintenant, vous avez le moment que Louise Bourgeois et Barbara Chase-Riboud, Ruth Asawa, Eva Hess, ils sont les artistes, les sculptrices maintenant. Mais avant, ils sont le craft. Et c'est le problème avec le prix. Le prix, c'est très problématique parce que le matériau, ce n'est pas le même pour les hommes. Donc il y a une dévaluation de l'œuvre à travers le choix du matériau, ce qui est quand même assez paradoxal parce qu'on a aussi des œuvres conceptuelles qui ont été vendues très cher, même une banane qui a fait des records de vente. Donc oui, tout ça est assez irrationnel en fait. Mais Jacques Hermetti, Richard Serra, tous les sculpteurs, il a les bons prix. Mais pour les femmes, dans le même matériau, ce n'est pas le même prix. Et Estérine, vous qui avez cette vision transatlantique, Europe, États-Unis, est-ce que vous voyez des différences entre justement la place des artistes femmes en Europe ou aux États-Unis? Est-ce qu'il y a est-ce que les choses sont différentes aux États-Unis? Est-ce que c'est plus avancé ou pas? Oui, je pense que c'est les artistes et les connectionnaires des États-Unis, c'est les activistes. Les artistes comme Guerrilla Girls et comme Faith Ringgold, ils sont demandés leur musée ouvert pour elles. Et maintenant, vous avez le collectionneur comme Comanche et l'exposition Making Their Mark, qui est toutes les femmes dans tout le monde. Et c'est une exposition pour démontrer que la marche n'est pas juste pour les femmes et pour les hommes. Mais je pense que des États-Unis, ils sont très activistes. Et où a lieu cette exposition actuellement? Maintenant, c'est... Washington? Oui, mais le Women's Art, Museum of Women's Art. Mais avant, c'est en New York et après, c'est San Francisco. C'est le troisième tour pour les expositions. Oui. Et juste pour terminer sur cette question, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a donc beaucoup d'expositions sur les artistes femmes, mais finalement peu d'acquisitions dans les musées? Par exemple, le cas de Barbara Chase-Riboud, de Michaeline Thomas, est-ce que vous voyez que derrière, il y a aussi un engagement des institutions envers ces femmes? Oui, c'est bon, mais je pense que c'est plusieurs des musées qui n'avaient pas les collections, comme le Grand Palais. Alors, ce n'est pas comme les artistes dans les collections. Ils présentent
à la musée, mais pas dans la collection. C'est le même pour Palais de Tokyo ou, je pense que seulement le Pompidou, c'est collecte les femmes artistes contemporaines. Les autres, c'est seulement présenté. C'est le problème. Et Jeanne, est-ce que vous pouvez redonner le micro, Erin, à Jeanne? Jeanne, justement, en termes de politique d'acquisition pour les artistes femmes, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites en faveur de ça aujourd'hui au musée? Tout à fait. Il y a une grande différence en fait entre... Donc, la collection dans son ensemble n'est pas paritaire, elle est même très majoritairement masculine, notamment du fait des politiques d'acquisition passées. Et Isobel nous parlait de tout le travail en fait qui va avec l'acquisition. Donc les hommes ont plus bénéficié de catalogues raisonnés. Donc nous dans les musées on est quand même plutôt des historiens de l'art. On travaille à partir de sources. On a besoin de ces sources. Je raccroche le sujet avec Ware qui a travaillé justement à les créer. Les femmes artistes ont souvent été moins soutenues ou elles-mêmes accordé moins d'importance ou moins de temps dans leur vie qu'on s'est aussi prise par d'autres engagements pour donner du soin à ces sources qui, à leur tour, permettaient les acquisitions. Donc, en tout cas, du fait de ces acquisitions modernes et jusqu'à une période en réalité relativement récente, les collections étaient plus masculines. Aujourd'hui, on s'améliore, on a encore des efforts à faire, mais pour les acquisitions qui sont faites aujourd'hui, on s'approche de la parité, donc on est autour de 40%, ce qui n'est pas paritaire, c'est pas mal du tout, mais ce qui est bien supérieur aux 25%, un peu moins de 25% d'artistes femmes dans la collection dans sa globalité. Donc on est dans une bonne dynamique, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je raccroche aussi le sujet sur la question de la matérialité. En réalité, c'est pas si anecdotique que ça, et c'est peut-être l'endroit où le collectionneur privé se rapproche aussi de l'institution. Quand vous travaillez, si vous êtes un artiste homme qui fait, je vais dans le cliché, mais une sculpture en bronze, cette sculpture en bronze, il se trouve qu'elle est liée à l'histoire du musée, elle est présentable de façon permanente, vous n'avez pas besoin de la remettre en réserve, elle est relativement solide. Si vous travaillez sur des tissages fragiles, c'est des matériaux photosensibles, il va falloir les déplacer un moment pour les préserver, donc quelque chose de positif. On s'interroge plus sur aussi leur durabilité. Et donc, il y a toute une réflexion autour de ça, ou plutôt il y a des conséquences à ces choix matériels qui sont des temps de présentation, qui sont des réflexions en effet sur le caractère préservable ou non de ces œuvres dans une très longue durée. Donc le musée, le nôtre, mais tous les musées d'art moderne et contemporain, sont en train de s'adapter à ces enjeux-là pour pouvoir les intégrer, comme ils ont, vous avez raison de le souligner, intégré les défis que constituait l'art conceptuel, tous les défis de l'art contemporain. Mais c'est vrai que dans nos logiques, c'est évidemment dépassable et on peut le prendre en compte, mais ce sont de vraies données. Et ce sont des freins pour les collègues. Voilà, qui sont des défis à la façon dont le musée s'est constitué depuis le 19e, le 20e siècle. C'est ça, mais c'est aussi lié à une échelle de valeur et à une grille de lecture de l'œuvre. Bien évidemment, c'est intéressant aussi ça peut être un côté positif parce que par exemple, je discutais avec la fondation de Anna-Eva Bergman et Hans Hartung pour le coup, qui me disait qu'en fait elle a été longtemps obligée de travailler dans la cuisine parce qu'elle n'avait pas de place dans le studio de son mari et en fait ça veut dire que ces tableaux sont souvent beaucoup plus petits et les grands tableaux sont plus rares. Aujourd'hui, en fait, on est il y a une mode un peu pour les petits formats et du coup, parfois, ça peut aider en fait à la revente. Et au contraire, les artistes comme par exemple une artiste que j'aime beaucoup, Philida Barlow, qui a représenté l'Angleterre à la Biennale il y a 4 ans ou 6 ans, je ne sais plus, fait des sculptures énormes,
très fragile. Et jusqu'à ses 60 ans, elle a été obligée de détruire ses sculptures. Ah oui, parce elle ne pouvait pas les garder. Parce qu'elle ne pas la pouvait pas place. les garder, parce qu'il n'y avait pas oui. de marché pour ces sculptures, parce que les gens n'achetaient pas ces formats-là dans ces conditions un peu fragiles. Incroyable, incroyable. Et vous avez aussi des exemples, Anne, d'artistes comme ça qui ont été confrontés à des choix de matériaux ou des situations de vie aussi qui ont pu freiner. Alors il y a Augusta Savage, il y a tout un courant d'artistes femmes qui ont dû brûler leurs œuvres après les expositions parce qu'elles ne pouvaient pas les stocker, elles n'avaient pas les moyens de les transporter. Il n'y avait aucune prise en charge en fait après l'exposition de leurs œuvres. Mais oui, la question technique elle est hyper importante parce que pour avoir fait une école d'art et discuter énormément avec des étudiantes et étudiants, on se rend compte qu'aujourd'hui les ateliers techniques en école sont très très discriminants, c'est-à-dire qu'ils sont majoritairement tenus par des hommes et c'est des environnements où les femmes se sentent peu en sécurité et donc il y en a beaucoup qui évitent ces ateliers. Il y a des histoires assez terribles qui nous parviennent encore aujourd'hui en 2026 et donc ce qui fait quand elles sortent de l'école, elles n'ont pas les mêmes acquis techniques que les hommes et d'ailleurs il y a une étude qui est sortie là-dessus qui dit qu'en moyenne une femme elle va vendre sa première œuvre 3 ans après un homme, elle va faire sa première exposition 2 ans après un homme. C'est ce retard en fait qui se met en place à l'insertion qui commence professionnelle. Déjà à l'école en fait avec bien sûr dès les ateliers techniques. Mais l'école d'art c'est un peu le creuset, c'est un peu les constructions de discrimination. Elle se joue à tous les niveaux. L'accès aux ateliers techniques, l'accès à la théorie, c'est-à-dire on en parlait. Comment on se construit en tant que femme, en tant que personne non binaire, quand tous nos modèles, tous les artistes qu'on nous présente dans les cours en histoire de l'art sont des hommes. Donc il y a aussi une problématique sur nos lignées. Reconstruire nos lignées, reconstruire nos narratifs. C'est le travail de Ware notamment. Exactement, qui en fait replace les femmes dans l'histoire de l'art, mais aujourd'hui nous, et notamment dans l'association que j'ai cofondée qui s'appelle Contemporaine, on a des programmes de marrainage et des programmes de sensibilisation et de formation. Oui, parce que le mentoring dont parlait Hélène est aussi très intéressant à appliquer dans la culture et dans l'art. Ouais, on l'a mis en place il y a 7 ans. L'idée c'est que c'est des artistes établis qui marraine des jeunes artistes. Et en fait, par là, on crée des systèmes de sororité en dehors de l'institution où en fait, on aide aussi ces artistes à se projeter dans leur vie future, mais surtout à construire des réseaux qui sont quand même aujourd'hui encore majoritairement plus naturellement ceux des hommes. Et du coup, il faut aussi se construire et construire des constellations pour s'entraider en dehors à la fois de l'institution et aussi en dehors de la mixité. Voilà. Donc oui, il y a plein de choses à faire, mais effectivement, on parlait des recommandations, ça commence dès l'école en fait. Dès l'école où elles sont 75%, et les femmes sont beaucoup plus nombreuses déjà au lycée. On en parlait avec des professeurs, elles sont déjà 80% dans les lycées en arts plastiques. Donc il y a de fait une évidence qui est que ces femmes, elles sont omniprésentes et du coup, il faudrait en fait que ce soit en miroir aujourd'hui de la réalité de notre scène artistique à la fois française, internationale, de ce qu'on voit dans les musées, de ce qu'on voit dans les galeries, de ce qu'on voit dans les ouvrages et dans les catalogues raisonnés. Donc on voit que le travail est encore important. On a le temps peut-être pour une question dans le public. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour une de nos intervenantes, de nos invités? Merci. Jeanne. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser? Bon, s'il n'y a pas de questions. Non, pas de questions. Pas de questions. Moi, j'ai une question. Alors, Isobel. J'aimerais bien savoir si vous avez des artistes femmes préférées ou des artistes préférés. Moi, personnellement, tout le monde, comme ça on découvre un peu peut-être des noms. Alors, il se trouve que la lauréate du prix Heure Art, qui d'ailleurs va me rejoindre juste après pour un talk ensemble, son nom a déjà été annoncé, donc je peux le dire, et Elsa Sahal, qui d'ailleurs est avec nous, et donc que je félicite. Et je peux dire que Elsa est une de mes artistes préférées, voilà, parce que je m'intéresse beaucoup à la céramique depuis longtemps, donc la sculpture aussi vue par les femmes, la sculpture qui est aussi un monde beaucoup d'hommes, et quand les femmes s'intéressent à la sculpture, je trouve que ça fait vraiment quelque chose de très intéressant. Je pense à Germaine Richier, je pense à Louise Bourgeois, enfin plein d'artistes, voilà, sculptrices qui ont à la fois énormément
de puissance dans le geste, dans leur travail, et en même temps toute la délicatesse aussi de leur approche, des sujets aussi qu'elles traitent, qui sont des sujets aussi assez subversifs souvent. Donc voilà, donc j'aurais envie de parler des femmes sculptrices, et notamment aussi du médium de la céramique qui est un médium très intéressant et pas assez valorisé aussi sur le marché. Voilà, ça rejoint la discussion qu'on a eue aussi sur le choix d'un médium. Mais après, il y a plein d'autres artistes que j'aime beaucoup, mais ce sera trop long. Mais ici, je conseille d'aller jeter un œil vraiment aussi sur les artistes finalistes du prix Art, parce qu'on a eu beaucoup de mal à aussi se mettre d'accord sur la finaliste, du fait qu'il y avait énormément de talents, et notamment l'artiste Christiane Leur, qui a un solo show chez Argo Fine Arts. Ici, je vous conseille d'aller voir, c'est d'une grande délicatesse, c'est un travail autour de la nature, avec vraiment une sculpture, justement, on parle de fragilité de l'œuvre. Alors là, on a vraiment affaire à des pistils, vraiment, on est dans la plante elle-même, dans celle-là de plus sensible, de plus fragile. C'est d'une grande beauté. Et allez voir aussi chez Cassandra Bird, la galerie qui est juste au-dessus, australienne, deux grandes artistes australiennes, Janet Lowens et Juanita McLaurin, si je ne me trompe pas, qui ont aussi toutes les deux un travail très très intéressant, une sur l'écologie, l'autre sur la transgénéalogie, et c'est un travail qu'on ne voit pas souvent à Paris et qui vaut le coup d'œil. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à toutes. Merci au public de nous avoir écoutés, et à bientôt.